le monde. Et dès lors, il est intéressant de voir que l'odorat peut nous échapper précisément parce que les odeurs s'insinuent en nous à notre insu, nous ne pouvons pas les contrôler. La vue est plus le sens de la distance et de la maîtrise. Pour pouvoir donner sa chance à l'odorat, il faut en quelque sorte lâcher prise, accueillir ce qui advient du monde, se faire comme une sorte d'écho, et j'emploie une métaphore cette fois-ci sonore, auditive, puisque les sens peuvent se répondre et s'entre-exprimer, et il me semble que c'est quelque chose de capital. Il faut donc accueillir ces odeurs, et sans doute les enfants, dans leur désir de curiosité, ont une ouverture au monde, puisque au départ, ils ne savent pas forcément faire le tri entre ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Ils découvrent, et en ce sens-là, se servir de son nez, c'est au fond s'ouvrir à la découverte possible du monde, ses bonnes, ses mauvaises odeurs, et se réapproprier le monde d'une certaine manière en acceptant de l'intérioriser. C'est l'extérieur intériorisé, l'odeur précisément, parce qu'on ne peut pas la fuir, parce qu'on ne peut pas mettre de la distance. Et cette immédiateté peut être aussi un obstacle à la réflexion, puisqu'on n'a pas d'emblée la distance suffisante pour la commenter. D'autant que tout est fait aujourd'hui pour réduire au maximum les mauvaises odeurs, les éloigner, les tenir à distance de notre nez, et pour valoriser les odeurs les plus agréables. Et la création d'un grand musée du parfum va dans ce sens, pour essayer de donner à sentir des odeurs très agréables qu'on ne sent pas dans la vie quotidienne. Il y a une volonté d'aseptiser sans doute le monde, voire même de le désodoriser, ce qui nous prive peut-être aussi d'une relation à la différence, au monde dans ce qu'il peut avoir à la fois d'immédiat et d'incontrôlé. Cette volonté d'aseptiser, ça se manifeste aussi par le fait qu'on veut fabriquer une sorte de corps idéal qui serait délivré de toute odeur corporelle, de ces miasmes, et c'est peut-être une manière, en le réodorisant par le parfum, de nier sa dimension première. Donc le parfum peut devenir aussi une manière d'aseptiser les corps. Donc il peut avoir aussi sa positivité, c'est-à-dire quand il devient créatif et quand on sent beau et pas seulement quand on sent bon. Mais dans le désir de sentir bon, il y a peut-être une manière aussi de refouler le corps dans ce qu'il peut avoir d'incontrôlable, dans ce qui peut nous révéler de notre humanité, de notre animalité, et la manière dont nous avons divorcé avec les animaux. Dans votre ouvrage, Philosophie de l'odorat aux éditions PUF, vous consacrez un chapitre à l'odorat et l'altérité. L'un et l'autre à vue de nez, et vous montrez comment l'odeur est un élément essentiel dans la rencontre d'autrui, rencontre également érotique. Et je vous propose d'écouter un texte magnifique d'Italo Calvino, Sous le soleil jaguar, interprété par Georges Claes, qui décrit ce rapport consubstantiel entre la femme et le parfum pour le narrateur. Pour chaque peau de femme, il existe un parfum qui exalte son parfum. Une note de la gamme qui est tout à la fois couleur, saveur, odeur, douceur. Et ainsi le plaisir de passer d'une peau à l'autre peut ne pas avoir de fin. Quand les lustres des salons du faubourg Saint-Honoré éclairaient mon entrée lors de quelques fêtes de gala, le nuage piquant des parfums venant des décolletés bordés de perles m'emportait. D'un fond moelleux de rose bulgare s'élevaient des élancements de camphre que l'ambre faisait coller aux robes de soie, et je m'inclinais pour baiser la main de la duchesse de Havre-Caumartin en humant le jasmin qui flottait sur sa peau légèrement lymphatique. Et j'offrais mon bras à la comtesse de Barbès-Rochechouart qui me capturait dans des effluves de santal où sa carnation ferme et brune semblait enveloppée. Et j'aidais la baronne de Mouton-du-Vernet à dégager ses épaules d'albâtre d'un manteau de loutre, et une bouffée de fuchsia m'envahissait. Mes papilles savaient fort bien donner un visage à ces parfums, qu'à présent Madame Odile faisait défiler pour moi en débouchant ses flacons couleur d'opale. Encore le soir d'avant, au bal masqué de l'ordre des chevaliers de Saint-Sépulcre, je m'étais adonné au même exercice. Il n'était pas un nom de noble dame que je ne pus deviner sous les broderies de son loup. Jusqu'à l'instant où elle m'est apparue, elle, un petit masque de satin sur le visage, un voile sur les épaules et le sein à l'andalouse. Et en vain,
Je me demandais qui elle était. En vain, l'effleurant pendant la danse plus qu'il n'était permis, je confrontais mes souvenirs. Et ce parfum, jamais imaginé jusque-là, qui contenait le parfum de son corps comme une huître sa perle. Je ne savais rien d'elle, mais j'avais le sentiment de tout savoir à travers ce parfum. Et j'aurais souhaité un monde sans nom dans lequel ce seul parfum aurait suffi pour lui donner un nom et tous les mots qu'elle aurait pu me dire. Je ne savais rien d'elle, mais j'avais le sentiment de tout savoir à travers ce parfum, et j'aurais souhaité un monde sans nom, dans lequel ce seul parfum aurait suffi pour lui donner un nom, et tous les mots qu'elle aurait pu me dire. Ce texte d'Italo Calvino, Chantal Jacquet, se termine avec ce souhait que le parfum puisse se substituer aux mots. Pourquoi ? Parce que le parfum crée une proximité entre les corps que les mots ne parviennent pas à atteindre. Il semble que le parfum exprime, et c'est un beau mot en français, l'essence des choses, c'est-à-dire à la fois leur dimension odorante et leur nature profonde, dans la mesure où le parfum, c'est le corps avant le corps. Quand on respire le parfum de quelqu'un, on pénètre dans son intimité, on l'approche. Mais en même temps, le parfum nous révèle bien ce que c'est que la relation à l'autre, parce que le parfum s'évapore, c'est-à-dire il donne à la fois la présence, mais aussi l'absence, et le fait qu'on ne possédera jamais l'autre, et que l'intention de le posséder est peut-être un leurre. Donc, à la fois, il nous circonvient, et il est comme le nom de l'autre, mais un nom qui ne permet pas d'enfermer l'autre dans une identité fixe, puisque précisément le parfum est vague, vaporeux, et il permet, sur le fond, de mieux comprendre la nature du désir, c'est-à-dire à la fois cette proximité, cette dérobade, le fait que la fusion avec l'autre est impossible, même si nous respirons son parfum, même si nous l'inhalons d'une certaine manière, nous ne retenons qu'une forme de dépouille de l'autre. Et en même temps, cette présence du parfum est extrêmement prégnante, puisque en l'absence de l'autre, respirer le parfum de ses vêtements ou avoir une trace de son parfum, c'est comme un petit fantôme qui, en même temps, restitue une sorte de présence-absence, et je crois que c'est un peu ce qui constitue notre relation à l'autre, dans sa liberté. À la fois, il se donne, et en même temps, il n'est jamais totalement donné. Et en quoi se distingue-t-il du coup de la musique, par exemple, qui elle aussi a ce pouvoir de réminiscence, une musique nous plonge dans une autre époque, nous rappelle quelqu'un. Nous sommes en train d'écouter un air de Debussy, le livre 1 des préludes de Debussy. Vous y consacrez quelques pages dans votre ouvrage, justement, en montrant que Debussy serait comme le Baudelaire de la musique, qui par la musique parvient, alors quoi, à créer des parfums ou à proposer une sorte d'accord entre les sons et l'odeur ? Ce que vise Debussy, c'est plutôt une sorte d'entre-expression, d'accord entre son et odeur. Il voudrait une musique qui soit aérienne, une sorte de longue phrase qui nous enveloppe, une musique parfumée. Donc, par exemple, il se réfère à Baudelaire, les sons et parfums tournent dans l'air du soir. Et il y a dans sa musique une sorte de puissance olfactive qui est liée sans doute au caractère extrêmement lent du tempo, qui évoque un parfum qui s'évapore, qui se déploie, qui se déplie. Et je crois que dans sa musique, il y a quelque chose qui restitue l'essence du parfum, non pas parce qu'il voudrait limiter chaque sens à sa spécificité, mais parce qu'il essaye de penser une temporalité qui est une temporalité longue, qui est une temporalité enveloppante, que ne peut pas forcément restituer, par exemple, la peinture, dans la mesure où la vision nous offre d'un seul coup d'œil l'ensemble du tableau. Et donc, dans la musique comme dans les parfums, il y a cette temporalité commune. Un parfum, et c'est pas un hasard si on a fait cette comparaison, un parfum a une note de tête, de cœur et de fond. Un parfum, lui aussi, se déroule avec son propre tempo, il évolue, il déploie sa petite musique olfactive.
Et je crois qu'il y a quand même une connivence entre les deux, dans les deux sens d'ailleurs, puisque par exemple chez Proust, la petite musique de Vinteuil est exprimée sur un registre olfactif, notamment avec la référence au géranium, hein, la puissance